Oui, bonjour. Je sais que la journée a été longue. L'eau dans le vin, ça ne se fait pas, quoique je l'ai vu dans un atelier tout à l'heure où on avait du mouillage de vin. Mais bon, cette technique d'enlever de l'alcool du vin, ça permettra peut-être aux fins de congrès et aux fins de journée d'être moins difficile. Bon, je remercie les œnologues de nous avoir choisis pour cet exercice. Alors, ça marche comment ça ? Oui. Il faudra le faire avec les flèches ? Oui. Ça marche pas ça ? Oui, peut-être avec les flèches. D'accord. Bon, alors je m'appelle Gérard Voisin, je dirige et j'ai fondé un bureau d'études environnement il y a une trentaine d'années à Dax, dans le sud-ouest. Donc notre spécialité, c'est pas le vin, c'est l'environnement, l'eau et les installations classées, dont font partie les caves. Donc nous sommes intervenus directement dans plusieurs caves, mais pas seulement, comme l'a dit le présentateur. Bon, 30 000 unités de vinification en France, autant dire 30 000 cas différents. Une donnée commune, l'eau reste le premier intrant dans les caves. Bien avant le raisin. Je vous présente le plan de mon intervention en 3 points. D'abord, on va poser le sujet, comment on utilise l'eau dans la cave et pourquoi faire, en quelle quantité, quelle qualité. Nous allons ensuite aborder les traitements de l'eau neuve et l'eau usée. Et enfin, nous prendrons un peu de recul pour aborder la gestion de l'eau en général à la cave. Quel est le principal usage de l'eau à la cave ? Le principal usage, ce sont les lavages, qui représentent 80% des usages. C'est le sujet le plus important en cave. Toute réflexion, toute action sur l'eau devra donc être inspirée par les besoins de lavage et leurs conséquences. Pourquoi lave-t-on ? Donc le vin est un produit alimentaire, il ne peut être en contact qu'avec de l'eau potable. La réglementation et les démarches HACCP que vous pratiquez trouvent leur justification dans cette sécurité alimentaire. Quels sont les autres usages de l'eau en plus du lavage ? L'eau est utilisée par exemple pour les manutentions, pour pousser le vin. Le poussage à l'eau vide mieux les tuyaux et les lave entre le passage de 2 produits différents. L'eau entre aussi dans la composition de préparation œnologique, de mousse, de nettoyage, de désinfection, qui font aussi partie du lavage. Dans certains cas, il y a d'autres usages. Le refroidissement des cuves par ruissellement, qui était très consommateur d'eau et aujourd'hui en voie de disparition. La réglementation, d'ailleurs, interdit le refroidissement en circuit ouvert. Les échangeurs de chauffage et de refroidissement de cuves ne consomment pas d'eau, mais en cas de fuite, ils peuvent être des sources de pollution du vin et de pollution de l'eau. Il existe donc des procédés de contrôle d'étanchéité et des filières d'élimination pour ces eaux glycolées. Le contrôle de l'hygrométrie est utile pour l'élevage en fût, mais aussi pour la conservation des bouchons. Ce contrôle utilise de l'eau sous forme de brouillard. Nous avons maintenant fait le tour des principaux usages dans la cave et nous allons maintenant nous intéresser au traitement de l'eau. Donc les besoins en eau sont très importants. On les estime entre 1 demi-litre et 8 litres d'eau par litre de vin produit. Ça dépend beaucoup de la taille de la cave, ça dépend de la région et des habitudes, des process et des pratiques. Les traitements, le principal traitement des eaux neuves, c'est la potabilisation, qui se traduit généralement par une chloration et une filtration. Donc attention, le goût du chlore peut se retrouver dans le vin. Mais il ne faut pas oublier que certains traitements d'eau neuve rendent l'eau non potable, voire dangereuse. Par exemple, la déchloration ne permet plus de garantir la qualité bactériologique de l'eau. L'agressivité d'une eau déminéralisée, qui dissout les métaux, comme le plomb,
un exemple connu d'intoxication par l'eau, mais aussi le nickel et le chrome des aciers inox peuvent être dangereuses. Les plus anciens d'entre nous se souviennent de l'eau ferrugineuse de Bourville lorsque le fer a dissous. C'est avec des eaux agressives qu'on dissout les métaux. L'eau utilisée est chargée de pollution et devra être éliminée généralement après un traitement. Donc le rejet de la cave est très fortement pollué, nettement plus qu'un effluent urbain. Des eaux parasites peuvent gonfler le volume. Alors on pense aux robinets ouverts, inutiles, aux eaux de pluie qui peuvent parfois se rajouter aux eaux usées, aux sources, on a parlé des eaux souterraines et des nappes, qui peuvent rentrer dans les circuits d'évacuation des eaux usées et gonfler le volume à traiter. Tout traitement d'eau biologique dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le coût d'investissement de traitement sera proportionnel au volume traité. Le coût du traitement, lui, sera proportionnel à la charge polluante. Des kilowatts, des consommables, des boues à éliminer. Tous ces éléments ont de l'importance quand on choisit de la filière de traitement et d'élimination. Donc, quels sont les critères de choix d'un système de traitement? Nous avons parlé des contraintes techniques et économiques. Il faut aussi parler des contraintes humaines. Le traitement d'eau demande de la main-d'œuvre. C'est comme les autres procédés, tous les autres process industriels. Il faut un soin et un suivi. Vous savez, le savoir-faire exigé par les processus biologiques à base de levures et de bactéries. Finalement, le vin, il y a des similitudes avec le traitement ensuite des eaux. Les contraintes alors il y a aussi l'environnement, un troisième point, l'environnement qui va influer le mode de traitement choisi. Le milieu récepteur qui vont recevoir les effluents traités est très important. Si le ruisseau est trop petit, ou s'il n'y a pas de ruisseau, s'il disparaît sous le sol, on risque de polluer les eaux souterraines, on l'a vu ce matin, ou si on a un site Natura 2000 ou un site sensible en aval, on ne pourra pas rejeter dans les eaux. Donc le milieu récepteur a beaucoup d'importance. L'idée commune, c'est de rejeter à la rivière. Mais on vient de voir que ce n'est pas toujours possible. Donc il faut penser aux autres milieux de réception. C'est pas toujours possible pour les rivières, et en plus, depuis 20 ans, malgré tout l'argent investi pour tous les métiers pour traiter les eaux usées, la situation des ruisseaux ne s'est pas améliorée. Donc on commence à ne plus autoriser de nouveaux rejets. J'ai rencontré le cas dans une cave en Corse, on n'a plus le droit de rejeter, parce que le milieu est trop sensible. On peut voir aussi des limitations des rejets déjà autorisés. Donc d'autres voies sont possibles. Le sol, par l'épandage agricole, le compostage et l'évaporation naturelle ou forcée, donc le milieu récepteur, là, sera l'air. Donc dans tous les cas, quel que soit le milieu récepteur, il y aura des pré-traitements nécessaires, mais ils seront nettement plus poussés dans le cas d'un rejet dans les eaux de surface. Donc on a vu que la problématique peut être complexe, coûteuse, avec parfois des impasses. D'où l'intérêt fondamental de gérer l'eau au mieux. Donc la gestion de l'eau. Pourquoi économiser l'eau? Économiser l'eau, ça va dans le sens de l'histoire, avec une eau qui est de plus en plus rare et chère. La pénurie momentanée n'est pas exclue. On peut voir ce qui se passe actuellement en Californie, où il n'y a plus d'eau. Donc, si l'environnement et l'image de marque du produit, qu'est le vin, sont des motivations utiles, donc maltraiter l'environnement, ça peut donner une image négative sur le vin, donc c'est utile d'avoir une bonne image. Mais le coût global du traitement peut être une autre motivation, surtout quand on intègre le traitement. Bon, maintenant que nous sommes tous convaincus de la nécessité de réduire les consommations, quelques pistes de travail.
Donc la première piste de travail, c'est de supprimer certaines quantités d'eau. Est-ce que tous les lavages sont utiles? Il faut réfléchir là-dessus. Les robinets sont ouverts sans raison. Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? On peut aussi limiter les volumes en utilisant du lavage haute pression, des robinets à fermeture automatique, une séparation des eaux de pluie et de nappe des effluents pour pas qu'ils viennent gonfler les volumes. On peut aussi utiliser des cuves avec des fonds en pente, avec des revêtements très lisses, donc moins de perte de produits, de perte de vin, moins d'eau consommée pour les laver et moins de charges polluantes. Donc on gagne sur tous les tableaux. On a parlé tout à l'heure du poussage à l'eau. Pour limiter les quantités d'eau et les quantités de pollution, on utilise des balles ou des obus de séparation, c'est le petit dessin qui est là, qui permettent de séparer l'eau du vin. Donc il n'y a pas de mélange. Et il y a un meilleur lavage. On peut aussi mesurer le pH ou la conductivité de l'eau, qui renseigne immédiatement sur le changement au vin. Donc à ce moment-là, on arrête, dès que l'eau arrive, on arrête, ou dès que le vin revient, on change aussi la destination. Ce qui permet d'avoir moins de consommation d'eau d'une part et moins de rejet d'autre part. Alors ça, c'est des procédés qui sont déjà très utilisés pour les transferts à longue distance, mais ça mérite peut-être d'être généralisé, ne serait-ce que pour les économies de vin engendrées. Pour diminuer la pollution, on peut aussi penser au nettoyage à sec, avec des raclettes, des balayettes, qui permettra de traiter cette fois des déchets et non des effluents qui viendraient surcharger les installations de traitement d'eau. On peut aussi supprimer les caniveaux. Je l'ai vu dans d'autres métiers, on supprime les caniveaux, on les remplace par des bombes de sol qui sont plus ou moins espacées, ce qui oblige à ramasser les déchets qui sont au sol plutôt que de les pousser au caniveau. Donc on va diminuer la quantité de polluants. Alors, il y a aussi les voies de recyclage qui sont déjà utilisées chez vous pour les bains de soude, ce qui permet de réduire, je vais toujours sur tous les tableaux, on réduit la consommation de soude, on réduit la consommation d'eau, on réduit la pollution de l'eau. Donc les recyclages en général sont aussi une voie de progrès. Comment réutiliser l'eau en cave? Comme je vous ai dit, c'est un produit alimentaire, il faut de l'eau potable, donc on ne peut pas la réutiliser n'importe comment. Certains lavages sont peu sensibles à la qualité de l'eau. Je pense au lavage des pistes de circulation à l'extérieur de la cave, la zone des déchets, qui doit être lavée aussi, certains équipements des stations d'épuration, comme les dégrilleurs. Pourquoi les laver avec de l'eau potable? Les filtres, les tamis. Une deuxième piste de réutilisation, c'est l'irrigation. Donc on en a parlé ce matin. On a vu qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui concernent la qualité de l'eau, mais on sait que la quantité d'eau disponible est moins importante, donc c'est une idée de réutiliser l'eau. Pour des golfs, des vignes ou d'autres cultures. Ça se fait déjà, en particulier à l'étranger, mais en France aussi. Il y a un de vos confrères du Sud-Ouest qui a équipé sa chaîne d'embouteillage avec une récupération d'eau au sein même de la cave. Ça fait près de 10 000 bouteilles par heure. Et il y a un système de recyclage d'eau permanent. Donc on peut recycler l'eau, dans certains cas, mais aussi la pollution. Parce qu'une pollution à la cave, ce n'est que du produit plus ou moins dégradé, du vin, des jus. Donc certains polluants, au lieu d'être jetés dans l'eau, peuvent rester ou devenir des déchets. C'est un premier niveau de valorisation. Un déchet est moins polluant, moins coûteux à stocker, à transporter et à éliminer. Ou alors devenir un produit. C'est un deuxième niveau de valorisation. Si d'un déchet on fait un produit, on le revalorise beaucoup plus. Il ne faut pas oublier que chez vous, la pollution, ça s'appelle aussi autrement. On peut appeler ça du sucre, de l'alcool, des pépins de raisin, des flavonoïdes, des polyphénols, des déchets verts. Et ces déchets peuvent être valorisés directement en produits. On en fait des médicaments, on en fait des cosmétiques, on en fait des huiles, on en fait du compost ou des fertilisants. Par exemple, en ce moment, on recherche des fertilisants organiques
pour les cultures bio, que ce soit pour la vigne ou pour autre chose. Les déchets de cave sont par exemple les seuls qui sont capables d'apporter de la potasse aux amendements organiques. Donc, plutôt que de penser élimination d'eau et déchets, on peut aussi penser valorisation. Alors, le graphique qui est à côté provient de l'Union nationale des distilleries viticoles. Il faut le lire en rouge, c'est l'impact produit en fonction de la filière choisie. La première colonne, c'est la distillation, ensuite c'est le compostage, et ensuite c'est l'épandage à proximité, de proximité. Donc on voit bien que plus on est loin de la cave, plus l'impact est important. Le plus important, c'est la distillation. L'épandage de proximité étant moins un impact plus faible. Par contre, en bas en vert, on a l'impact non produit par la récupération de produits. Donc là, on voit du coup que la distillation est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de récupération de produits. Il y a l'alcool, mais aussi les pépins de raisin, la pulpe, toute la liste que vous avez à droite. Et le losange blanc représente l'impact global, impact produit, le rouge moins le vert, quoi. Donc on voit bien que, par exemple, la distillerie a commencé sa révolution en valorisant autre chose que l'alcool. On valorise d'autres produits. Dans le sud-ouest, par exemple, je m'occupe d'un projet de méthanisation. On reçoit les déchets de la distillerie dans le méthaniseur pour faire de l'énergie. Je m'occupe aussi d'un autre métier, c'est les scieries de bois. Il y a 50 ans, les déchets de bois d'une scierie, c'était un tas au milieu des bois. On entassait tous les déchets de scierie à proximité. Il y a encore des tas qui restent dans les forêts. Il y a 20 ans, on vendait tous ces sous-produits, et déjà, ça représentait la marge nette des scieries. Aujourd'hui, dans une scierie, les sous-produits, c'est 40% du chiffre d'affaires. Donc les métiers bougent. Donc les innovations pour faire des produits avec les déchets. Donc la pyrolyse des déchets organiques restitue de l'eau et des minéraux. Donc il y a une valorisation directement par la pyrolyse. Tous les sous-produits sont valorisés. Dans le domaine du vin, on a vu que la distillation fournit un produit valorisable, de l'énergie, mais beaucoup de sous-produits aussi. Donc la méthanisation, je viens de vous en parler, pour les déchets de distillerie, mais pourquoi pas pour les déchets de la cave aussi. Alors la France est très en retard sur la réutilisation des eaux usées. Une des raisons, c'est que la réglementation l'interdisait jusqu'en 2010. C'est maintenant possible sous certaines conditions, notamment en irrigation. On en a touché un mot aussi ce matin. L'INRA fait des recherches sur qu'est-ce qui se passe si on irrigue avec des eaux usées traitées. Donc le résultat des recherches, et les recherches continuent, montre aujourd'hui qu'il n'y a pas de différence sur la vigne et sur le raisin, quelle que soit l'origine de l'eau. Donc c'est plutôt encourageant. Et puis, il y a beaucoup d'autres pays où les problèmes d'eau sont plus importants et on réutilise davantage d'eau usée. Donc, en conclusion, on se rend compte que l'eau est une véritable matière première pour la cave, que les années qui viennent vont voir une préoccupation grandissante pour l'eau, pour la quantité, mais aussi pour la qualité disponible. Il y a des solutions innovantes d'économie, de recyclage et de valorisation. Comme l'intervenant précédent l'a dit, la réglementation est importante parce qu'elle interdit certaines choses, certaines pratiques, mais elle en permet aussi d'autres. Par exemple, maintenant, l'utilisation des eaux usées et traitées en irrigation. Les pouvoirs publics peuvent aussi être utiles pour des financements, notamment les agences de l'eau. Toutes les agences de bassin financent les équipements de traitement, mais aussi les diagnostics, les bilans de pollution, les compteurs d'eau qui vont permettre d'aider aux économies d'eau. La réflexion et la matière grise sont essentielles dans ces démarches. Bon, merci de m'avoir écouté, malgré l'heure tardive de la journée. Si vous voulez aller plus loin, dans la revue des œnologues et dans le document fourni, il y a une bibliographie, vous pourrez regarder, et des questions, si vous en avez. Merci.